Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur Bassila. Oui. Bienvenue sur... Excusez-nous, on vous appelle d'un téléphone normal, hein, parce qu'en fait que euh, vous acceptez pas les numéros en inconnu. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé un message, parce qu'en fait, ça va directement sur la messagerie, c'est dans l'opérateur, je sais pas pourquoi c'était une option. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai envoyé un message au directeur de la radio. D'accord. Bah donc c'est moi-même, c'est François Poiret, donc bonsoir, bienvenue sur... Vous êtes en direct sur la web radio Oville Lumière. D'accord. Donc avec moi ce soir il y aura Béchir Ben Mefta, donc il est animateur sur la web radio. Bonsoir. Et il a quelques questions pour vous à vous poser. Et logiquement, il y avait Monsieur Padovani qui devait être là, un ancien professionnel aussi, en tant que consultant. On va l'accueillir après. Il aura aussi quelques questions pour vous. D'accord, pas de souci. Donc Béchir, si tu veux, tu peux entamer ta petite interview. D'accord, d'accord. Donc bonsoir à vous. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? On a une présentation actuelle, passée, ou en ce qui me concerne donc, du début jusqu'à maintenant. Pardon? Du début de votre carrière jusqu'à maintenant. Ah, d'accord. Christian Bassila, 37 ans, ancien joueur professionnel de football. J'ai commencé le foot à Créteil, en école de foot, et puis ensuite j'ai été repéré par l'Olympique Lyonnais. Je suis arrivé au centre de formation à 14 ans. Voilà, et je suis sorti pro à l'OL. Ensuite, j'ai été transféré à Rennes. Et puis à partir de là, j'ai entamé une carrière au niveau pendant 15 ans, avec des passages donc à Rennes, Strasbourg, West Ham en Angleterre. Ensuite, Sunderland en Angleterre, Larissa en Grèce, Cottbus en Allemagne, et j'ai terminé ma carrière à Guingamp. Et donc, depuis le retour de ma carrière, je suis revenu sur Lyon, là où je vis, et je suis actuellement consultant sur l'OL TV. Et donc, on peut dire que l'Olympique Lyonnais est votre club de cœur? Bah oui, parce que c'est avec ce club où j'ai appris mon métier, c'est ce club qui m'a un peu éduqué. Hein. J'ai quitté mon cocon familial à l'âge de 14 ans, et c'est vrai que c'était un peu un dépaysement pour moi au début, mais ensuite je me suis bien adapté, et on va dire que c'est à Lyon et à l'Ouest que j'ai grandi, donc forcément, hein, c'est un petit peu là où j'ai mes repères, où j'ai mes attaches, où j'ai tous mes amis avec qui j'ai grandi, mes amis du centre de formation, donc naturellement, voilà, la question ne s'est même pas posée. C'est vrai que Lyon est devenu mon nouveau chez moi, et je me sens très à l'aise. Et qu'avez-vous pensé de la saison de l'Olympique Lyonnais? Très bien, je pense que c'est une bonne saison. Voilà, c'était pas prévu, je pense que personne ne s'attendait à une telle saison, donc c'est bien dans la mesure où ils ont élevé leur niveau de jeu, et donc forcément on va être exigeant avec cette équipe qui a fini deuxième. On va peut-être être plus exigeant la saison prochaine. On va demander de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Et il y a quelques heures, il y a eu la finalisation du transfert de Jérémy Morel. Donc, que pensez-vous de cette recrue? De toute façon, une recrue, on en pense toujours du bien. Et puis après, c'est jamais évident, parce que quand on arrive dans un club qui a bien tourné, donc on veut être à la hauteur. Mais je crois que c'est un joueur d'expérience qui va apporter, et je trouve que c'est bien, c'est cohérent. Je crois que en termes de doublure, il faut, quand je dis de doublure, dans cette optique de doubler tous les postes, c'est bien d'apporter de l'expérience, et aussi miser sur la jeunesse. Donc je pense que l'arrivée de Jérémy Morel s'inscrit un petit peu dans ce que veulent faire les dirigeants. C'est un petit peu à l'image de Christophe Jallet, qui sont des joueurs qui ont une bonne connaissance de la Ligue 1, et qui ont un bon vécu, et qui sortent d'un grand club. Donc forcément, l'adaptation, on l'a vu, hein, quand on arrive dans un grand club, se réadapter dans un autre grand club, c'est beaucoup plus facile. On l'a vu notamment avec Christophe Jallet. Et à votre avis, est-ce qu'il va y avoir d'autres recrues? Pardon, j'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il va y avoir d'autres nouvelles recrues à l'Olympique Lyonnais? Par votre avis? C'était pas à moi de répondre à cette question, parce que le président l'a dit, ils vont essayer d'être actifs. Après toujours trouver le bon compromis entre un joueur à sa juste valeur et qui correspond aux ambitions
l'évolution du club, c'est jamais évident. On sait que l'OL c'est un grand club et forcément tous les grands joueurs ont envie de venir dans ce club. Après voilà, j'ai vu que l'OL s'intéressait à Morgan Sanson qui est vraiment un joueur en devenir. C'est un joueur très intéressant, mais bon, les bons joueurs ont un prix et est-ce qu'on sera en capacité ou en mesure de pouvoir faire des investissements assez conséquents sur le marché des transferts? Ça, je sais pas, c'est le président qui peut demander. Et qu'avez-vous pensé de la saison de Lacazette? C'est une bonne saison. Quand vous mettez 27 buts, c'est que vous avez rempli votre mission. Quand vous jouez devant, vous êtes là pour marquer des buts. Cette saison, il en a mis 27. Donc forcément, c'est une bonne saison pour lui. Et puis ensuite, il va falloir confirmer parce que je pense que maintenant, il a passé un palier et on a envie de voir passer le palier du très haut niveau et le mettre dans la catégorie de ces très grands attaquants. Alors, certes, il y en a deux au-dessus qui sont sur des normes et des statistiques hallucinantes, mais c'est vrai que Alex n'est pas loin des tout meilleurs comme les Agüero, comme des joueurs comme ça qui sont aussi des très grands attaquants et qui sont des attaquants de classe mondiale. On va parler un petit peu de votre carrière aussi. Donc en parcours junior, vous avez évolué à l'US Créteil-Lusitanos de 83 à 92. Qu'est-ce que vous pouvez... C'est pas vraiment junior, mais c'était jusqu'en minime. Alors voilà, c'est... Ouais, c'est vraiment... à la Préfaux, 14 ans. Mais oui, voilà, mon premier parcours, oui, c'est l'US Créteil. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de l'US Créteil? Vous avez des bons souvenirs? Oui, des très bons souvenirs. C'est votre première équipe. C'était mon premier club. C'est là où j'ai commencé à jouer au foot. Donc voilà, c'est une bonne bande de copains. Honnêtement, j'imaginais à aucun moment rentrer dans une structure de formation et penser que le football devienne mon métier. C'était vraiment parce que j'aimais le foot, j'étais passionné. Et donc c'est pour ça que je me suis mis à faire du foot en club pour être avec les copains. Et puis ensuite, ma progression et les choses se sont faites naturellement. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer au centre de formation de l'OL. Et donc j'ai saisi cette opportunité. D'accord. Et dans votre carrière aussi, vous avez évolué aussi dans beaucoup de matchs, et plus de 140 matchs, je crois, avec le RC Strasbourg. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu du RC Strasbourg, hein, que vous avez évolué de 2001 à 2005? Oui, écoutez, quand on reste aussi longtemps, c'est forcément on s'y sent bien que le club vous marque. Donc c'est vrai que Strasbourg correspond à un club où je resterai marqué par ce passage. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a eu des bons comme des mauvais moments, mais même dans les mauvais moments, on apprend et donc forcément, c'est une expérience enrichissante. C'est un club qui m'a relancé. C'est ce club-là qui m'a permis justement, après un transfert mal digéré et des années un petit peu de galère, c'est ce club qui m'a permis de repartir un peu de l'avant et de me rebooster. Donc voilà, plein de choses positives. Aujourd'hui, mon seul regret, c'est de voir ce club un petit peu englué dans le national, mais j'ai bon espoir et je pense que ce club va bientôt revenir parmi le monde professionnel. C'est ce qu'on leur souhaite en tous les cas énormément. Voilà. Et vous avez aussi évolué quelques saisons aussi en Angleterre où on peut dire un petit peu ça s'est pas trop bien passé. Donc à West Ham en prêt, il y avait comme entraîneur Harry Redknapp. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cet entraîneur et aussi de cette saison un petit peu, vous avez fait malheureusement que 4 matchs. Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est 4 matchs parce que je suis arrivé, donc je me suis blessé, j'ai eu une opération du ménisque. Puis derrière, donc, j'ai eu quelques tragédies qui sont arrivées puisque j'ai perdu ma mère et donc forcément ça a été pour moi un choc terrible et donc du coup j'ai dû arrêter, on va dire, ma reprise physique et voilà. Et puis ensuite quand je suis revenu, le temps de faire ma préparation, donc du coup il y a pas mal de temps et ça m'a fait quasiment une saison blanche. Mais malgré tout ça, je garde quand même une image positive puisque le club m'a soutenu et c'est vrai que dans ces moments-là c'est jamais évident et puis c'est là-bas aussi où j'ai rencontré Marc Keller et c'est lui qui a décidé de me redonner une chance. Donc on va dire que c'est un passage effectivement sur le plan sportif négatif, mais en tout cas dans les à côté et même en parlant aurait été positif puisque c'est un peu le point de départ de mon retour en France et de ma venue à Strasbourg. Tout à fait. Et vous avez même aussi évolué avec un certain Frédéric Canouté. À l'époque, il a mis 11 buts, je crois. Voilà, c'est ça. Lui aussi, il venait d'arriver il est arrivé en prêt d'abord, et puis ensuite, donc, il avait signé définitivement à West Ham. Donc, je l'ai rejoint. C'est vrai que on avait le même agent, donc je pense que ça a facilité les choses.
Tout à fait. Et il y a aussi une équipe aussi que vous avez évolué en Angleterre. C'était, enfin là, c'était un peu une saison un peu aussi pour le club là-bas, Sunderland, un peu catastrophique. Et ils ont fini 20e du classement Ouais, de la première ligue. là aussi c'est pareil, donc là c'était un peu un transfert un peu contre ma volonté, c'est vrai que c'est un petit peu dû à ma fin de saison, jusqu'avec Strasbourg, on va dire que la séparation était un peu tendue, et puis forcément je me suis retrouvé un mois sans jouer, un petit peu écarté, donc du coup j'ai pas eu de préparation, et puis je suis arrivé en Angleterre, il a fallu jouer tout de suite. Donc j'ai joué au début, puis ensuite j'ai eu une blessure, et derrière j'ai jamais réussi à retrouver le rythme, voilà. J'aurais aimé arriver en Angleterre avec dans les conditions optimales, c'est-à-dire avoir une bonne préparation, avec la bien début. C'est sûr que quand vous arrivez dans un club, l'équipe est déjà dernière et il n'y a pas tous les matchs, c'est pas évident. Mais voilà, peut-être d'avoir écouté, tenté, ça n'a pas marché. Je pense que effectivement un championnat qui me convenait plus, c'était l'Allemagne. Là, effectivement, par rapport à mon jeu, à mon gabarit, ça me convenait vraiment. D'accord. Et vous avez évolué aussi en Grèce, je crois, c'est ça? Ouais, donc là, c'était une découverte, et puis c'est là où j'ai vraiment pris du plaisir. C'est vrai que une saison extraordinaire, on gagne la Coupe de la Grèce et vraiment un très bon championnat. Et c'est là où je suis enfin une saison à l'étranger, donc ça m'a redonné plein de confiance. Et puis dans l'élan de cette bonne saison, j'ai un coup qui en venant superviser un autre jour a flashé sur moi, et puis donc c'est comme ça que j'ai atterri en Bundesliga. Voilà, et donc cette année et cette saison en Grèce m'a permis justement de revenir en Allemagne. Alors après un petit ajustement physique, derrière notre équipe qui était condamnée à descendre en Ligue 2, on a réalisé un véritable exploit, on est maintenant en Bundesliga. Tout à fait. Béchir? Oui. Alors, donc, vous, votre poste, vous êtes défenseur, c'est ça? Non, à la base, j'étais milieu de terrain défensif de formation, mais c'est vrai que j'ai été formé aux deux postes. Donc, comme en fait, j'ai terminé défenseur, donc beaucoup pensent que j'étais défenseur, mais j'étais plus milieu de terrain défensif, défenseur. Oui. Donc, à votre avis, est-ce que on sait que Thiago Silva est le meilleur défenseur du monde actuellement? C'est un très bon défenseur. Après, moi aujourd'hui, en plus, donc je suis rentré dans la formation. Je me bats un petit peu comme contre ces distinctions individuelles où on essaie de comparer les uns les autres. C'est un très bon défenseur qui s'inscrit dans un système. Après du monde, je ne sais pas, puisque on l'a vu avec le Brésil, il a fait partie de cette équipe et on a vu que défensivement ça prenait l'eau. Donc voilà, ça dépendra du contexte et dans quel contexte vous le mettez. C'est vrai qu'avec le Brésil, la défense du Brésil n'a pas paru donner beaucoup de gages de sécurité et d'assurance. Et pourtant, vous avez Thiago Silva et David Luiz. Donc de là à parler des meilleurs défenseurs du monde, je ne sais pas. La défense, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est un système, c'est une organisation, il y a des coéquipiers avec vous et vous ne défendez pas tout seul. Après, c'est vrai que sur le plan individuel, effectivement, Thiago Silva fait partie des plus meilleurs et après, mais bon, de là à dire que c'est le meilleur défenseur du monde, je ne sais pas, parce qu'il ne fait pas une équipe à lui tout seul et il ne défend pas tout seul. Et est-ce que vous pensez que le PSG va avoir cette suprématie qu'a eu Lyon à une époque? Est-ce que vous pensez que le PSG va continuer comme ça pour les 5-6 prochaines années? Écoutez, moi j'ai juste envie de dire qu'il faut pas avoir ce complexe, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est le jeu, ça paraît toujours plus facile de dire avant le match, bon bah ils sont plus forts, ils sont dessus, puis quand on en prend 6, oui mais bon c'est normal. Non, je pense qu'il ne faut pas non plus être fataliste, je crois que nous on a démontré cette saison, dans un championnat on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis on l'a bien vu, alors c'est vrai que dans le championnat français, Paris Saint-Germain se balade, mais sur le plan européen, ça a été des matchs compliqués, on sent encore que c'est une équipe qui n'a jamais pris le dessus sur une équipe comme Chelsea, qui reste encore parmi les bonnes équipes du très très haut niveau. Alors c'est sûr que le fait de jouer la Champions League chaque année fait progresser cette équipe et effectivement elle prend de l'avance par rapport aux équipes de Ligue 1. Mais voilà, moi j'ai bon espoir, je pense que Lyon aussi en jouant la Champions League cette saison va progresser et va petit à petit réduire l'écart. On l'a vu dans le championnat, c'était serré. Je pense que si Lyon a la possibilité de finir avec tout son effectif le championnat, c'est peut-être pas le même championnat et c'est peut-être pas la même fin. Donc voilà, Paris est un banc, les joueurs ont fait ce qu'il fallait, ont été professionnels jusqu'au bout, mais c'est sûr que quand vous avez la possibilité de doubler à tous les postes, bon bah là c'est beaucoup plus évident.
Oui, mais aujourd'hui, Lyon a des joueurs qui vont pas, par exemple, pour la Casette, aujourd'hui, il peut partir dès ce mercato. Il peut aussi partir le mercato prochain, mais il va pas rester encore 2 ans. Au max, il lui restera 1 an avec Lyon. Il va pas continuer avec Lyon s'il continue comme ça, avec cette forme-là. Non? Bah, le problème, c'est ça. Après c'est pour ça que quand on dit en termes de moyens, vous savez, quand on dit qu'il faut bouger sur le marché des transferts, je pense que si déjà on a la bonne idée de nous faire un marché des transferts intérieurs, je pense que là aussi ça peut être intéressant. Je crois que le président le sait bien. Le contrat d'Alex, il va le revoir, ils vont discuter, et je crois que pour Alex, ça va être un nouveau départ. Il faut s'inspirer un petit peu de ce que faisait Manchester City, ou Manchester United, pardon, à l'époque, où eux n'hésitaient pas à donner de très gros contrats à leurs jeunes joueurs formés au club, et c'était eux vraiment qui constituaient le socle et la base de cette équipe. Donc, des joueurs comme Alex, et c'est vrai que des joueurs comme Paul Scholes, Ryan Giggs, qui ont fait toute leur carrière dans leur club, sont devenus des grands joueurs. Donc aujourd'hui, Alex peut devenir un grand joueur à Lyon, ça c'est pas, on va dire, une utopie, un doux rêve. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que Lyon est un grand club et que les joueurs peuvent devenir très bons. Regardez aujourd'hui un Maxime Gonalon qui a fait le choix de rester, et ben il est en train de passer les paliers, et pourtant il est resté à Lyon. Donc il faut arrêter de voir à chaque fois le départ comme une source de progression. C'est vrai que demain, effectivement, si là, un peu comme Benzema, vous partez pour le Real de Madrid, effectivement là, le choix se comprend. Mais je suis pas sûr qu'on y gagne vraiment au champ si on va dire, compléter un effectif comme Manchester City qui a déjà pas mal d'avancement. Et si c'est pour avoir un temps de jeu minime, je pense que c'est pas le bon choix. Je crois qu'Alex, il a tout va être fait, je pense, l'année prochaine pour le mettre encore dans les meilleures conditions. Et je crois que Alex, il a tout pour justement devenir un très grand joueur à Lyon et s'imposer en équipe de France. Ouais, mais de passer de la Ligue 1 à la Première Ligue, ça c'est une progression, je pense, non? Bah après, voilà, le débat il est là. Ça veut dire où se situe notre championnat. Alors oui, on va pas comparer parce qu'en Angleterre, il y a des moyens qui ne sont pas les mêmes et que la donne n'est pas la même chose. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que le championnat anglais est un championnat qui exporte beaucoup de joueurs et ces joueurs sont en particulier les meilleurs joueurs du championnat de France. Donc c'est vrai que si on avait eu la possibilité de garder tous nos joueurs, le championnat de Ligue 1, je pense, aurait eu un autre niveau. Après, on le voit bien, alors c'est vrai que sur la scène européenne, les clubs français ne jouent pas vraiment le jeu, mais je pense qu'on sous-estime ce championnat et que ce championnat est quand même de qualité. Et on le voit bien d'ailleurs, hein, vous savez, les indicateurs, c'est lesquels? Des joueurs comme Cavani ou des joueurs qui en Italie brillaient ont quand même un peu de mal à s'adapter en France et c'est pas aussi facile qu'ils ne le pensent. Donc c'est que ce championnat est un championnat de qualité, que les équipes et que les joueurs français sont bien formés. Alors certes, c'est peut-être moins reluisant d'aller jouer à Evian que d'aller jouer au Spark Rangers, mais je peux vous dire que des équipes comme Evian, c'est des équipes qui progressent, leur centre de formation progresse, et petit à petit, le niveau de la Ligue 1, à mon avis, va être considéré à sa juste valeur. Est-ce que vous pensez que Nabil Fekir a fait le bon choix en choisissant la France? Vous savez, après, c'est différent, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Je crois que Nabil Fekir, c'est un joueur de foot professionnel. Je crois que le choix, il fallait qu'il se le pose dès le départ quand il a choisi les espoirs. Alors, pour les espoirs, vous avez vu, personne n'a fait, on va dire, ce débat-là. Et dès qu'il choisit la France dans une continuité avec les A, ça fait une polémique. Et la polémique, moi, j'aurais préféré qu'on la fasse dès que Nabil avait endossé le maillot des espoirs. Je crois qu'à partir de ce moment-là, c'était clair dans son esprit. Après, effectivement, la possibilité d'aller jouer pour l'Algérie est venue peut-être semer un doute dans son esprit. Mais pour moi, je considère que quand vous jouez déjà pour l'équipe de France Espoir, c'est que secrètement, vous avez un jour l'espoir d'aller en A. Sinon, vous ne portez pas le maillot d'équipe de France Espoir et tout de suite, vous affichez votre ambition que non, moi j'ai envie d'être sélectionné pour l'Algérie, puisque le choix, il aurait pu le faire dès sa première sélection en équipe de France Espoir. Donc je pense que pour moi, c'était un débat qui n'avait pas lieu d'être, parce que la question et le débat, il aurait peut-être dû être avant, et là, oui, ça se justifiait. Et après, derrière, voilà, je pense que Nabil, il est dans la continuité de ce qu'il a choisi dès le départ. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il a fait le bon choix de choisir la France, histoire de trouver sa place? Est-ce qu'il va trouver sa place dans l'équipe de France dans les 2-3 prochaines années? Comme vous savez, je pense que Didier Deschamps, il a le culte de la gagne. Un joueur comme Nabil Fekir, s'il est efficace, s'il apporte à l'équipe de France, je ne vois pas pourquoi on va s'en passer. Vous savez, toutes ces questions-là, il n'y a que le terrain qui dira ça.
Nabil Fekir, ses qualités, on les a, il a tout l'avenir devant lui. Après, c'est le terrain, et ce qu'il fera sur le terrain, qui fera que ça deviendra un titulaire. Je crois qu'en équipe de France aussi, on gagne sa place sur le terrain avec... voilà, regardez Alex Lacazette. Alex, au début, il est arrivé, c'est vrai qu'il n'avait pas le même statut. Aujourd'hui, en équipe de France, c'est pas le même statut. Je pense qu'il vient vraiment titiller les Giroud qui était vraiment le numéro 2 derrière Benzema. Je pense qu'Alex a vraiment la possibilité de s'installer en tant que numéro 2 et de venir un petit peu titiller Karim Benzema dans une concurrence saine. Voilà. Et ça, tout simplement parce qu'Alex, son statut, il change par rapport à la saison qu'il vient de faire et à ce qu'il a fait sur le terrain. Donc, encore une fois, l'équipe de France, votre statut, vous l'avez par rapport à ce que vous faites sur le terrain. Et selon vous, est-ce que Nabil Fekir et Alexandre Lacazette vont rester à Lyon cette saison? Vous savez, il y a pas mal de paramètres, alors je ne suis pas à leur place, mais là encore, c'est des questions où nous, observateurs, on espère en tout cas qu'ils vont rester à Lyon. Après, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le mauvais choix, vous savez, déjà c'est bien d'avoir la possibilité, les opportunités, ça veut dire qu'ils sont dans la bonne direction. Après, le bon choix, on ne peut jamais le savoir. Je crois qu'il faut faire les choses sans regret. C'est des questions un peu délicates, c'est ce que tout le monde se pose, est-ce qu'ils vont partir ou pas? Après, vous savez, il y a tellement de paramètres qui rentrent en cause. Puis c'est pareil, ce sont des êtres humains. Demain, je dis un truc tout bête, mais Manchester City vient et dépose un gros chèque au club et puis propose un salaire mirobolant à Alex Lacazette. Bon, bah, mettez-vous à sa place. Qui ne va pas réfléchir? C'est sûr qu'il va réfléchir. Donc, il sait qu'il va tirer les convoitises. Après, c'est à lui de faire le bon choix. Voilà, on se pose des questions. Et des fois, on se dit, mais est-ce que le train va repasser? Vous voyez, c'est un processus qui a été complexe et voilà, mais moi, j'ai toujours pour habitude de dire qu'il faut vivre au jour le jour. On verra ce qui se passera demain. Donc aujourd'hui, ne répondons pas trop vite à ces questions, parce qu'en disant on pense qu'il va rester et qu'il ne reste pas, bon, bah là, on n'a pas donné le bon pronostic. C'est difficile de se prononcer et surtout, c'est difficile de penser à leur place. Revenons un peu sur les propos du Jean-Michel Aulas. Alors déjà, en premier lieu, ce qu'il a dit, Lacazette et Fekir, c'est 100 millions chacun si le PSG veut les acheter. Ou d'autres clubs, oui. Ou d'autres clubs. Et surtout, il a visé le PSG en premier lieu, c'était un peu la guerre depuis 2 mois. Donc, en bref, qu'avez-vous pensé de toutes les déclarations de Jean-Michel Aulas attaquant le PSG à plusieurs sujets, à plusieurs moments? Après, c'est toujours pareil, vous savez, c'est la médiatisation. Moi, pour être passé de l'autre côté, aujourd'hui, je me rends compte, je crois que tout dépend comment vous interprétez et vous voyez les propos de Jean-Michel Aulas. C'est un président qui défend son club. Vous savez, la particularité de Jean-Michel Aulas, c'est que lui, il met de l'argent dans son club. Les autres, dans leur club, les actionnaires, on ne les voit pas, ceux qui mettent de l'argent. Et c'est ça la grande différence. Par exemple, Vincent Labrune à Marseille, il dirige un club, mais il met pas d'argent, il n'est pas actionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est différent. Au PSG, Nasser El Khelaifi, c'est pas son argent. Il est là, ce sont des employés comme des autres. Donc Jean-Michel Aulas, lui, c'est son club, il a une vraie passion et tout ce qu'il a fait, il a construit. À partir du moment où effectivement, le PSG arrive, et effectivement, il a des gros moyens, toutes les déclarations de Jean-Michel Aulas iront dans le sens de son club. Voilà, et aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens, voilà, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, je pense que Jean-Michel Aulas mérite un peu de respect. Et je crois que quand Jean-Michel Aulas s'exprime, il faut peut-être voir, pas au premier degré, mais peut-être au second degré. Jean-Michel Aulas, il n'est pas fou, si effectivement il vient mettre 100 millions, mais c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, elle a demandé à Nasser El Khelaifi si quelqu'un vient pour Verratti. Il aura le même truc en disant que c'est impossible, et voilà, mon joueur, il vaut peut-être 100 millions. C'est la même chose. Je crois que Jean-Michel Aulas, il est là aussi pour protéger les intérêts de l'Olympique Lyonnais. Et quand on protège les intérêts de l'Olympique Lyonnais, effectivement, comme c'est quelqu'un qui est pris très au sérieux dans le monde du football, quand il dit quelque chose, on se dit, voilà, c'est un très bon négociateur, vous savez, c'est un chef d'entreprise, il sait le relais, il sait comment fonctionne le système. Donc après, voilà, il sait ce que j'ai envie de dire, c'est que quand Jean-Michel Aulas fait une déclaration comme ça, bon, on sait très bien qu'Alexandre Lacazette ne vaut pas 100 millions, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais ce qu'il veut dire, c'est que ça sera vraiment très compliqué pour venir lui prendre Alex Lacazette. En tout cas, il faudra mettre des moyens. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que selon vous, Jean-Michel Aulas devrait continuer à présider l'Olympique Lyonnais? Parce qu'aujourd'hui, certains fans de Lyon disent allez, il a fait 100 ans, il doit partir. Ça commence à être un peu... Honnêtement, je pense que le jour où Jean-Michel Aulas sera Lyonnais, ce sera plus pareil. Vous savez, moi j'ai fait 2 clubs avec 2 grands présidents.
Et ce que je suis en train de vous dire, pour revenir à mes propos tout à l'heure, c'est qu'un président, ça doit présider. Et Jean-Michel Aulas préside de l'Olympique Lyonnais. Présider et diriger un club, c'est pas la même chose. Voilà. Et en France, il n'y avait pas beaucoup de présidents qui présidaient. Vous savez, quand on remonte aux années Tapie, Tapie présidait son club. Voilà. Là, aujourd'hui, on a des dirigeants. Et c'est totalement différent quand vous dirigez ou présidez un club. Donc Nasser, selon vous, ne préside pas son club, ne préside pas le PSG. Il dirige parce que c'est pas son argent. Donc lui, les orientations, vous savez, quand vous mettez pas... Oui, moi, on m'a toujours dit un proverbe, c'est celui qui paye qui décide. Voilà. C'est le prince, mais... Quand il va donner un salaire, je pense pas qu'il va s'amuser à dire je te donne 1 million d'euros de salaire si c'est pas son argent. Donc il est obligé d'aller voir au-dessus des gens qui sortent l'argent pour avoir l'autorisation. Voilà, est-ce que ça on peut faire, ça on peut pas faire. Voilà, il dirige le club. Voilà. Justement, vous avez gagné. Justement, vous avez gagné une Coupe de France. Vous avez gagné une Coupe de France avec l'En Avant Guingamp en 2009. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de la finale entre le PSG et Auxerre, entre le petit poussé justement et puis l'ogre parisien? Ben voilà, je pense que tous les observateurs attendaient à ce que ce soit un match à sens unique. On l'a vu, ça a été compliqué. Donc une finale c'est particulier, ça a le don de vous transcender, ça a le don de ressortir le meilleur de vous-même. Et on l'a vu sur ce match, hein, ça a été compliqué. Je pense que Marseille et Bordeaux ont trouvé jusqu'à la fin, jusqu'à le but de Cavani. Mais bon, non, je pense que Auxerre ont été au niveau et ont été au rendez-vous de cette finale. Et effectivement, ça nous a fait penser un petit peu à notre finale jouée contre Rennes, avec Guingamp. Et justement, le Paris Saint-Germain a pour objectif de gagner la Ligue des Champions. Est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur si l'année prochaine vous pensez qu'ils vont la gagner ou ce sera dans le long terme? Parce qu'avec le fair play financier, le PSG est un petit peu, on s'est tous un petit peu embêtés à dépenser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le fair play financier et sur la Ligue des Champions pour le PSG? Ah, ben, la Ligue des Champions, vous avez vu, hein, je pense qu'il ne suffit pas non plus, c'est pas que les moyens. Quand on voit le parcours de la Juve, je crois que c'est un ensemble, c'est un tout. Et puis voilà, il y a une équipe qui est au-dessus du lot, Barça, ça c'est clair. C'est vrai que quand Messi est à son meilleur niveau et quand il prend les choses en main, c'est quasiment injouable. On l'a bien vu, hein, des équipes contre Bayern qui sont un peu réduits à ce niveau-là, c'est dur pour des grands clubs. Après la Champions League, là c'est vraiment les grands clubs, le top du top. Et je pense que Paris, voilà, a le niveau, mais encore un cran en dessous. Voilà, ça va dépendre du tirage. C'est vrai que cette année, le PSG, après son passage contre Chelsea, on s'attendait à un tirage clément et puis il tombe sur le Barça. Voilà, je pense que derrière, c'est déjà juste quand vous tombez contre le Barça, oui, c'est tout de suite, ça vous diminue vos chances d'atteindre vos objectifs. Mais non, c'est bon espoir, mais c'est vrai que c'est cyclique. Tant que le Barça et Messi régneront comme ça sera très compliqué, ou alors il faudra tomber dans une très très belle année. Mais bon, la finale qui arrive ce week-end n'est pas encore jouée, mais on le voit quand Messi est à ce niveau-là, il est quasiment inarrêtable, et là ça devient très compliqué, quoi. C'est quasiment injouable. Tout à fait. Béchir, tu as encore quelques questions? Oui. Donc, est-ce que vous pensez que Lyon peut aller assez loin la saison prochaine en Ligue des Champions? Par exemple, les quarts de finale Quand on voit déjà tout le mal qu'a le Paris Saint-Germain, voilà, il faut rester humble. Je pense que le président l'a dit. L'objectif, c'est déjà au moins de jouer un huitième de finale dans le grand stade. Là, ça serait déjà une belle étape. Après, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas non plus mettre cette équipe là où elle ne l'est pas. Elle sait d'où elle vient. Elle sait la marge de progression qu'elle a. C'est bien. Il va falloir confirmer d'année en année, ce qui ne sera pas chose facile. Mais voilà, le club progresse, les jeunes progressent. Là, la Champions League, ils vont encore passer un palier supplémentaire. Et donc, du coup, je suis sûr qu'en tout cas, la Champions League va les faire grandir. En tout cas, il faut qu'ils abordent vraiment sans pression. Et je suis sûr qu'ils vont faire un très bon parcours. Après, les quarts de finale, vous savez, tout va dépendre du tirage, tout va dépendre. Là, les Monaco, personne n'y voyait de la compétition. Mais pourtant, ils ont bien été jusqu'en quart de finale. Donc, après, il faut un petit peu une part de chance, de réussite, en espérant qu'il en ait lors de la saison prochaine. Ouais, vous l'avez dit, ça dépend aussi du tirage. Et typiquement, si le PSG a eu le même tirage que Monaco, je pense qu'en seront en finale, là, non? On sera en demi-finale. Le tirage a été ce qu'il est. Après, regarde, ça ne veut rien dire. Tout le monde était content de tomber contre la Juve et c'est la Juve qui est en finale. Sur un match, tout peut arriver. Tout peut arriver, donc
On ne sait pas, je crois que les choses qui se sont faites ainsi. Le PSG n'a pas été en finale. Ça ne veut pas forcément dire que s'ils avaient été avec un autre tirage, ils seraient en finale. Tous les matchs de Champions League sont compliqués, ça se joue vraiment sur des détails, et c'est vraiment le détail du détail, parce que c'est le très haut niveau. Et donc, on peut vraiment pas se prononcer. On peut vraiment pas se prononcer. On peut pas dire ce qu'aurait donné un PSG Juve ou ce qu'aurait donné un PSG, je sais pas moi, Arsenal. On peut pas dire. On peut pas dire. Chaque match a sa vérité et c'est difficile de dire ce qu'aurait pu donner tel ou tel match. D'accord. Donc, le mot de la fin, que voulez-vous dire aux supporters de Lyon qui sont en train de vous écouter, exprimez-vous. Ah non, mais je pense qu'effectivement, je crois que Lyon, et on l'a encore vu cette année, Lyon a fondé à une base solide, même dans les années difficiles. C'est ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous êtes regardé aujourd'hui, il y a combien de clubs en France qui sont en difficulté et qui sont en Ligue 2, en National, des grands clubs, des monuments français, quand on voit les clubs. Là, ils n'ont pas fait des choses dans le bon ordre, à savoir construire de bonnes fondations. Et ce qui est intéressant à Lyon, c'est que les fondations, elles sont là, quoi. La fondation, elle est là depuis des années. Et quand le club est moins bien, on peut s'appuyer dessus. Et puis demain, parce que c'est le jeu, quand Lyon va retrouver un peu de sa superbe, on va essayer d'aller chercher ces titres, cette Champions League, ce titre de la scène européenne Lyon. Et puis, si les années sont encore difficiles, on va s'appuyer sur notre centre de formation qui produit, qui forme de bons joueurs et qui nous permet justement de rester en haut en Ligue 1. C'est ça qui est intéressant. Je crois que la saison est exceptionnelle dans ce sens-là. Avec 9 joueurs sur 11 sur la feuille de match, terminer deuxième et des joueurs formés au club. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans les équipes comme Nantes. Voilà, Nantes qui produisait beaucoup de joueurs. Sur le monde de départ, vous avez des joueurs formés au club de nom. Et ça, ce sont des signes. C'est pour ça que le club est sur des fondations solides, a des gages de garantie, et avec la revue du nouveau stade, le meilleur est à venir. Donc pour tous les supporters qui étaient sceptiques, surtout en début de saison, qui vont peut-être encore l'être, parce qu'à Lyon c'est toujours comme ça, on est toujours sceptique et un petit peu inquiet en début de saison. Je crois que le club est dans une bonne direction, le président le préside bien, il sait quel cap il faut aller, voilà. Et je pense qu'il va encore satisfaire les supporters cette saison, et ce sera une bonne saison. Et même dans la difficulté, ce qui a été bien cette saison, c'est que même quand le club a passé un bon début, il y a un président qui est monté au créneau pour dire voilà, on garde le cap, j'ai confiance en mon staff, j'ai confiance aux joueurs, la mauvaise passe va passer, et voilà. Et à la fin de saison, tout le monde était content. Donc je crois que c'est ça, président d'un club, c'est toujours garder le cap quand les choses vont bien ou ne vont pas bien, garder sa ligne directrice. Et moi, je peux tirer que mon coup de chapeau au président Aulas et au club, parce que ce qui est fait depuis des années est remarquable. Et Lyon est devenu un grand club parce qu'il y a un grand président, il y a des grands dirigeants qui dirigent. Je crois que c'est un petit peu le résumé, ce qu'il faut retenir. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Je pense que Lyon a encore de très belles années devant nous. D'accord. En tout cas, Monsieur Bassila, on tenait à vous remercier d'être passé sur la web radio Ville Lumière. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil de votre part, et puis on vous dit à très bientôt. D'accord, merci bien. Au revoir. Merci, au revoir.